Bonsoir à tous, à toutes. Il y a au moins 2 personnes nouvelles bienvenues. Une première chose, là je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde et je me demande ce qui va arriver la semaine prochaine parce que ça va être un jeudi. En tout cas, ce jeudi prochain, il y aura... 5? Non, c'est le 5 avril. Oui, 5 avril, c'est pas le 4 en tout cas. Et puis, il faut en parler à nos amis, à nos proches, nos connaissances, parce que ça va être très intéressant. M. Jacques Bouchard, qui est un helléniste, va nous parler du poète grec de culture française, qui est Cavafy, et non pas Kadhafi. Cavafy, le célèbre poète des années 20-30, qui vivait à Alexandrie en Égypte, où il y avait un phare, une population assez nombreuse d'origine grecque. Grec moderne, on parle du 20e siècle. Si vous regardez sur YouTube, si vous réussissez à trouver le film qui raconte sa vie, c'est de toute beauté. C'est très très rare qu'on le voit. Ça parle toutes sortes de langues dans ce film-là, parce que dans l'Égypte, pré-nassarienne, donc dans l'Égypte, disons, comment dire ça, l'Égypte du 20e siècle marqué par l'influence occidentale, ça parle italien, ça parle grec, ça parle français, ça parle anglais, ça parle arabe, ça parle yiddish. À cette époque-là, il n'y avait pas eu d'épuration ethnique, ça peut dire aujourd'hui, l'arabe est partout, il reste quelques juifs à Alexandrie, mais ils parlent arabe, tout le monde, quelques chrétiens. Mais autrefois, c'était vraiment l'Alexandrie du 20e siècle était une ville cosmopolite. Bon, tout ça pour parler du poète Cavafy, et c'est un jeudi, mettez ça à l'agenda, parce que les gens ils se font une idée, conférence, là, on vous habitue au mercredi, et puis 2 semaines de suite. Là, la semaine prochaine, c'est un jeudi, exceptionnellement. Je vais passer à la présentation de notre invité de ce soir. C'est avec plaisir qu'on reçoit Guy Boissé, qui est natif de Montréal. On ne va pas être parfait, là. Et qui a pratiqué l'acrobatie au point de devenir directeur de circus, qui était l'embryon de l'École nationale du cirque. Par la suite, il a fait un baccalauréat en danse, quand même une continuité assez claire entre l'acrobatie et la danse, et il a travaillé dans ce domaine-là. Et puis, toujours un homme soucieux de l'écriture. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres, et il a écrit beaucoup dans des revues, entre autres, dans la revue Voir, que tout le monde connaît, et l'Union Express, ça, je ne connaissais pas ça, le journal de l'Union des artistes, donc, qui était considéré comme un artiste professionnel. Il est passé à la télévision, je pense, dans des... me semble, oui. Si. Oui, ok. Ensuite, il devient producteur maraîcher, sujet de la conférence de ce soir, et de façon autodidacte. Et il va probablement raconter un peu son cheminement, parce que ça a évolué. On a parlé un peu ensemble sur les méthodes d'agriculture, et il a développé toute une réflexion sur ce que moi j'appellerais la politique de la terre. Il y a beaucoup de bons livres intéressants là-dessus, sur la question de la terre, comment on aménage la terre en tant que ressource agricole ou d'élevage. Il va nous parler aussi d'élevage, probablement. Bon, son dernier livre, Rêverie de jardinier solitaire, illustré par mon fils peintre Alexis Loranger, je le dis en passant, est en vente aussi. Et puis, vous allez avoir un dédicace. Bon, je pense que j'ai parlé de tout. Alors, on laisse la parole à Guy Boissé. Bonsoir tout le monde. Attendez avant d'applaudir, peut-être vous n'aimerez pas le show. Merci d'abord au Cercle Est-Ouest de m'accueillir. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'être là. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. On est ici pour parler ce soir de comment choisir son producteur maraîcher, comment choisir ses légumes. C'est le programme de la soirée que je vous propose. Alors, ça sera qui je suis, mes références.
En introduction, pour savoir comment choisir, il faut savoir ce qui est devenu le biologique. Ça a beaucoup changé depuis le début. On va faire un survol de l'Union paysanne, la ferme diversifiée. C'est en fait une ferme traditionnelle québécoise. On va se pencher un petit peu sur ce qu'était le mode de production biologique à l'origine. On va passer au mode de production industrielle pour faire un bref rappel. On va voir la production de légumes biologiques aujourd'hui. On va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'industriel et le biologique aujourd'hui. On va arriver à des conclusions et on va savoir comment choisir son producteur maraîcher. Si vous avez des questions, ça va me faire un plaisir d'y répondre seulement à la fin pour ne pas allonger indûment le propos. Alors, qui je suis? Ma formation, j'ai fait des études collégiales en bibliotechnique, ce qui fait que je suis un recherchiste. J'ai poursuivi dans les communications en danse. J'ai fait un bac en danse à l'UQAM en 1990. C'est la même année où j'ai acheté ma terre à Charette, que j'ai vendue le printemps dernier. Je reste quand même à Charette, à 300 mètres de ma terre. J'ai été producteur maraîcher pendant 8 ans sur cette terre-là, en 2008 à 2016. Pour ce qui concerne le maraîchage, j'ai fait une formation autodidacte et j'y tiens. Alors, j'ai donc pu contrôler qui était pour m'enseigner, qu'est-ce que j'étais pour apprendre et la vitesse à laquelle j'étais pour absorber le truc. Je vous dis ça, c'est important parce que ce dont je vais vous parler ce soir est, moi, ma culture agronomique. Il y en a qui parlent même d'agrologique, est très à gauche, okay, et très alternative, à ce point que ce qui m'intéresse, moi, et ce dont je parle en général, ce n'est pas enseigné encore dans les instituts officiels. Alors, mes références, c'est qui dans cette formation-là autodidacte? C'est Claude Lydia Bourguignon, premièrement. Ça, lui, PhD, c'est un ingénieur agronome, elle est chimiste. Pour les vers de terre, c'est Marcel B. Boucher, 350 pages sur des vers de terre, il faut le faire. Au niveau aussi de la pratique de la philosophie, je vous recommande, si vous aimez la philosophie, Masanobu Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille. Moi, à lire ça, je lis un paragraphe et j'en ai pour 3 jours. OK, c'est énorme, c'est ça. Quand on dit qu'il y a quelque chose de nous nourrit, c'est ça. Pour les arbres, Erne Zurcher, évidemment Roméo Bouchard pour l'agriculture paysanne. J'ai évidemment, je me suis tapé le gros hit, c'est-à-dire le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier. Pierre Rabhi, c'est aussi une personne qui m'enseigne beaucoup. Conrad Schreiber pour ce qui a trait au semi-direct industriel, Hervé Covès et Gérard Dussert pour les bébites. C'est tous des noms ça, que vous ne pouvez pas voir dans les instituts, comme je vous dis, mais sur YouTube, il y en a plein. Alors, c'est un délice intellectuel pour moi de faire des formations sur YouTube. Ce dont je vais vous parler particulièrement, je tire l'information, soit de rencontres que j'ai faites au cours des ans avec des producteurs maraîchers biologiques, mais aussi et surtout, j'ai fait partie du réseau des jeunes maraîchers écologiques, qui était en fait un forum de discussion, c'est chapeauté par l'Université Laval. Tout le monde peut s'inscrire, tu reçois 10 à 20 courriels par jour. Alors, ça s'échange des informations. Je vous dirais que la majorité des producteurs biologiques inscrits à Équiterre dans la série des paniers biologiques sont là-dessus. Alors, moi, j'ai beaucoup appris sur la production, mais aussi surtout sur la philosophie de ces gens-là. OK, si on peut passer à la prochaine diapositive. Pour savoir comment choisir, il faut savoir ce qui est devenu le biologique. On va faire un bref rappel. Fin des années 90, Louise Vandelac sort son fameux film bien base sur les gènes. Daniel Pinard fait beaucoup d'émissions de télé, fait beaucoup d'émissions de radio concernant la bouffe. Hugo Latulippe sort son documentaire Bacon le film. L'Union paysanne de naît. Alors, ces gens-là nous renseignaient sur les méfaits de l'agriculture industrielle, autant au niveau de la bouffe que de la pollution des sols, de l'eau. Nous renseignaient aussi sur l'élevage industriel, la production de cochons, la production de poulets, la production laitière aussi.
L'Union paysanne, donc, est née à ce moment-là, je pense que c'est en 2000, mettait de l'avant l'abolition du monopole syndical. Ça, c'était vraiment son cheval, c'est encore son cheval de bataille. Mettait de l'avant l'achat local, sans toutefois définir ce qu'elle entendait par le local. Mettait de l'avant les circuits courts, l'achat direct aux producteurs, via particulièrement les marchés publics. Et puis mettait de l'avant aussi le mode de production biologique, ou à tout le moins un mode de production sans engrais chimiques, sans emploi de produits chimiques, donc qui respecte la vie. Elle mettait de l'avant aussi le concept des fermiers de famille, un peu l'équivalent du médecin de famille, mais au niveau de la bouffe. Elle opposait à l'agriculture industrielle la ferme paysanne diversifiée en la caractérisant, en disant que c'était une ferme familiale, une ferme artisanale, qui est en fait le modèle de la ferme traditionnelle québécoise. On peut passer à la prochaine. Donc, c'est quoi la ferme traditionnelle québécoise mise de l'avant par l'Union paysanne? On va essayer de la caractériser. C'est une ferme sur laquelle il y a un bon volume de production. La production est artisanale, ça veut dire qu'elle est faite à la main, en gros. Sur une terre traditionnelle, il y avait une partie boisée nécessairement. La partie boisée, elle servait à s'approvisionner en bois de chauffage, en bois de construction. La sucrerie, ben, c'était pour le sirop d'érable, le sucre d'érable. Il y avait sur une ferme traditionnelle diversifiée des animaux, des chevaux, des vaches, des cochons. Il faut avoir des moutons, des chèvres, de la volaille. La volaille, c'est des poules, c'est des dindes, c'est des oies, c'est des canards. Une autre caractéristique de cette ferme-là, c'est qu'elle est autosuffisante. Elle est à peu près autarcique. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner dans le système. On produit nous-mêmes nos aliments, autant pour la viande que les œufs, que la production laitière. La mère de famille, en général, c'était sa job de faire le jardin, de faire les canages à la fin de la saison. On produisait ses propres céréales pour autant nourrir les animaux que de faire notre farine à nous. On vendait les surplus. Le foin aussi était fait sur la ferme. On était aussi autosuffisant au niveau de la main-d'œuvre, c'était les membres de la famille. C'est pas pour rien qu'il y avait des grosses familles, c'est que sur une ferme où tu as beaucoup de travail manuel, ça prend des bras. Alors la façon d'avoir des bras, c'était de faire des enfants. On était autosuffisant au niveau de l'engrais. En fait, l'engrais, c'était le fumier que nos animaux produisaient. On était aussi autosuffisant au niveau des semences, autant pour les plantes du jardin, que pour les mâles des différentes espèces qu'on avait. On changeait le mâle régulièrement pour éviter la consanguinité. Sur ce type de ferme-là, il y a peu de mécanisation. Les gens sont peu scolarisés. Hein? Mes grands-parents, nos grands-parents étaient peu scolarisés. Ceux qui habitaient sur la terre étaient peu scolarisés. Le savoir, donc, était ancestral. On se référait à la connaissance ancestrale. Dans ce modèle-là, la maison, la terre, les bâtiments, le cheptel, le roulant de ferme appartient à la famille. Le proprio travaille à son compte, c'est un entrepreneur. La raison sociale, c'est Jean Thibodeau et fils ou et fille. On peut passer à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'était le mode de production biologique à l'origine? En fait, le mode de production biologique, c'est celui qui existait, c'était le seul qui existait avant la fin de la Première Guerre mondiale. Il n'y en avait pas d'autre. Okay? C'était le mode de production que tout le monde employait. Si je dis avant la fin de la Première Guerre mondiale, c'est qu'on s'est aperçu que les nitrites dont on se servait pour faire les bombes durant la guerre, les bombes qui éclataient sur les champs de bataille, autour du trou, les plantes étaient vertes. Ah, les nitrates d'azote nous avaient aidés. Bon. Alors, on a commencé à ce moment-là à faire le lien entre les produits chimiques et puis l'agriculture. Ça s'est un petit peu poursuivi, puis ça s'est surtout développé après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, on avait un surplus d'armement qu'il fallait écouler. Alors, on a commencé à l'écouler carrément sur les fermes. Il y a eu une latence, donc, de 1920, disons, jusqu'en 1960, là où le mood occidental changeait. Là, on allait amorcer, en 7, 8, 9 ans, le retour à la terre. Les pionniers là-dedans, c'est Pierre Rabhi en France, en 1962, qui s'en retourne en Ardèche. Et la même année, en Écosse, Peter Yaelin Caddy, avec Dorothy McLean,
qui font les jardins de Fénelon. À la fin des années 60, les hippies arrivent dans le décor. C'est le retour à la terre. Okay? Les premiers hippies, ces gens-là qui retournent à la terre, mettent de l'avant un mode de production biologique. Hein? On revient à la vieille méthode des grands-parents. Les fermes de ces hippies-là sont artisanales, ils vivent d'autosuffisance. D'ailleurs, le slogan à l'époque, c'était « Fuck le système ». Ces gens-là vendaient localement leur production, ils pratiquaient la simplicité volontaire, ce que Pierre Rabhi a développé sous sobriété heureuse. C'était une forme d'agriculture biologique qui était mise à l'avant pour aller à l'encontre de l'agriculture industrielle qui était naissante à cette époque-là. Leur agriculture biologique, eux autres, c'était un mode de production qui respectait la vie en général. La vision était holistique, c'est-à-dire que tout était connecté. Okay? Ça allait à l'encontre de la vision mécaniste de l'agriculture industrielle qui prenait place tranquillement. Dans cette vision-là, l'agriculture, le sol est vu comme étant un habitat, à tout le moins, pour des bébés. Mais il y en a certains aussi qui voient le sol comme étant une entité elle-même, okay? Qui était une entité vivante elle-même. Prochaine diapositive. Voyons maintenant, c'est quoi le mode de production. On va faire un bref rappel de c'est quoi le mode de production industrielle. Avant d'aller plus loin, vous savez, on parle d'agriculture industrielle, on pourrait dire aussi des synonymes agriculture conventionnelle, agriculture intensive ou agriculture productiviste. Okay? Dans cette forme d'agriculture-là, on a une vision mécaniste. La plante est vue comme une machine. Le sol est vu uniquement comme un support. Ce n'est pas vu comme un habitat pour les bébites. Okay? Ce n'est pas vu comme une entité vivante par lui-même. On pratique une culture intensive d'une monoculture ou d'un seul élevage, l'élevage d'un seul animal. Par exemple, les bovins de boucherie, par exemple, les cochons, par exemple, les fermes laitières. Dans ce mode de production-là, les légumes sont plus nourris par le fumier, ils sont nourris par des produits chimiques. Des produits chimiques qui aident aussi au contrôle des champignons, des maladies et des bébés. Le fumier, dans ce mode de production-là, il n'est plus vu comme un nutriment, il est vu plutôt comme une source de pollution. Dans ce mode de production-là, on est dépendant de l'industrie en ce qui concerne les semences, les engrais, les traitements phytosanitaires, donc on a oublié l'autosuffisance des fermes traditionnelles. Dans ce modèle-là aussi, il y a une très forte mécanisation. On engage aussi des employés qu'on paye peu cher, okay? Soit le salaire minimum ou très peu au-dessus du salaire minimum. Ces gens-là sont payés si peu cher, okay? Que le salaire suffit seulement à les faire survivre. Jamais ils ne pourront accéder avec leur salaire à devenir propriétaire d'une ferme parce que aussi les terres deviennent de plus en plus chères. Le proprio, dans ce mode de production-là, c'est rendu une personne morale, c'est incorporé. Okay? Il n'y a plus de fils ou filles comme ce l'était avant. La tendance dans ce mode de production-là, c'est de moins en moins de propriétaires travaillent dans les champs. J'ai rencontré une productrice de légumes biologiques l'automne dernier, une productrice de légumes conventionnels, chimiques, industriels l'automne dernier. Elle me disait que sa job à elle, sur la ferme, c'était dans le bureau. Uniquement s'occuper de la paperasse. Son mari était dans le champ avec des employés, mais elle travaillait au bureau. Dans ce mode de production-là, on observe une dépendance envers les marchés nationaux et internationaux pour écouler la marchandise. On ne vend plus à son voisin. Donc, on est soumis aux chaînes de distribution, aux chaînes d'alimentation. On est soumis au système de quotas. On est soumis à la bourse, notamment la bourse de Chicago, pour le prix des ports. Prochaine diapositive. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est devenu la production de légumes biologiques maintenant, après 40 ans d'exercice. OK. Avant d'aller là-dedans, avant de vous le décrire, parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas Jojo, je tiens à spécifier qu'il reste toujours quand même des producteurs qui sont éthiques, qui sont moraux, qui sont corrects, qui ont une vision de l'agriculture durable. Bon.
Les nouveaux producteurs de légumes biologiques, ils ont comme caractéristique d'être très scolarisés, que leur scolarité est très spécialisée aussi. Ça va du DEP, du diplôme d'enseignement professionnel, jusqu'au bac en agronomie. Ça s'explique par le fait que tu peux avoir droit à des subventions pour partir ton entreprise agricole. Et les subventions sont en fonction du degré de scolarité que tu as. Donc, si tu as un bac en agronomie, ça peut aller jusqu'à 35 000 $ qu'on te donne de subvention pour démarrer ton entreprise. Ces gens-là sont d'excellents techniciens. Ils sont hyper performants. OK? Ils proviennent d'un autre milieu que le milieu agricole. Vous savez, les agriculteurs ont subi les mêmes changements sociaux que les familles en général, la population en général, ce qui fait qu'ils font moins d'enfants, et puis les enfants ne suivent pas nécessairement les traces des parents. Leur formation est à ce point pointue que je dirais qu'elle est presque chimiste. Okay? Bon. On sait maintenant, avec les études qu'on a faites, ce dont chaque plante a besoin à chaque étape de sa croissance. Okay? Je vais vous donner un exemple d'étude, c'est tout à fait fictif, mais ça vous donne une idée du truc. Le taux d'absorption du bore et du magnésium du poivron en période de fructification sous production de serre au Québec 2008. Pour vous dire à quel point c'est très très pointu, on sait à tel moment ils ont besoin de tel truc spécifique. Ce qui fait que l'industrie, parce que maintenant le bio s'est rendu une industrie, okay? Une grosse industrie, l'industrie a inventé, a mis sur le marché une foule de boosters à plantes. Okay? À tel moment tu mets ça, la plante devient plus grosse, plus vite. Dans cette optique-là, on perd, vous voyez, on revient à une vision mécaniste de la vie, on perd la vision holistique des pionniers de l'agriculture biologique. Si on est autant formé, ça veut dire que le savoir ancestral de grand-maman est relégué dans les musées. Okay? C'est rendu folklorique. On oublie les notions de compagnonnage, on oublie les purins, les décoctions dont grand-maman se servait pour contrôler les champignons, les bébites et les maladies. C'est à ce point développé qu'il y a des entreprises spécialisées dans la production d'insectes prédateurs pour contrôler les insectes dans ton champ ou dans tes serres. La tendance actuelle chez les producteurs biologiques, c'est le bio-intensif. Le bio-intensif, le mot le dit. Okay, on a employé le terme intensif tantôt pour décrire l'agriculture industrielle. Là, elle est rendue carrément dans la production de légumes biologiques. Le modèle qu'on met de l'avant, vous l'avez vu encore une fois, tout le monde en parle en fin de semaine, la fin de semaine passée, c'est Jean-Martin Fortier qui a écrit ce livre-là, qui est un best-seller, il est traduit en 12 langues, je pense. Bon, alors, dans ce modèle-là que lui propose, on revient à un sol vu comme une machine, parce que son but à lui, c'est de soutirer le maximum de ce que chaque centimètre carré de la terre peut donner. Aussi, dans cette nouvelle pratique-là, on utilise un pesticide, on peut utiliser un pesticide chimique à large spectre accepté par le certificateur. Le produit s'appelle le N-Cross Spinosad. Je vous avertis que quand j'ai lu ça sur le réseau, okay, moi j'en revenais pas, là, ça se peut pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, écoutez, la discussion a duré pendant 2-3 jours. Alors, imaginez le nombre de courriels qu'on avait. Et puis, là, je me suis décidé. Alors, j'ai fait N-Cross Spinosad sur Google. On tombe sur le site de Dow Chemicals. Dow Chemicals, oui, exactement. Alors, sur la page d'accueil de Dow Chemicals, j'ai pris des notes. Alors, l'insecticide N-Cross 80W Naturalite, l'ingrédient actif, le spinosad, est un sous-produit fermenté dérivé d'une bactérie vivant dans le sol, le Saccharopolyspora spinosa. Jusque-là, ça va bien. On dit que c'est la version biologique de du N-Cross, parce qu'il y a une version qui est conventionnelle. Le spinosad, c'est la version biologique. On spécifie dans la description du produit que ça prend de 1 à 14 jours avant que les légumes pulvérisés
soit correct pour la consommation humaine. On dit que c'est un insecticide à large spectre qui est toxique pour les abeilles. Le Naturalite, pour l'appliquer, ça prend nécessairement un permis d'applicateur de pesticides. Vous savez, en agriculture conventionnelle, tu ne peux plus aller acheter un pesticide comme tu le faisais avant et de l'appliquer comme tu le faisais avant. Non, non, non. Maintenant, pour acquérir ça, as-tu ta carte de compétence, puis as-tu ta formation pour l'appliquer. Alors, pour le Naturalite, on demande la même formation. Dow Chemicals le classe comme produit chimique agricole. Il spécifie de ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires. À la page 14, si je me souviens bien, en bas, en petits caractères, c'est écrit « Ce produit contient un ingrédient actif et des distillats de pétrole aromatiques qui sont toxiques pour les organismes aquatiques. » Alors, je suis revenu de ma surprise et j'ai poursuivi. Chez ces néoproducteurs-là biologiques aussi, on travaille la terre. Là, vous allez me dire, ben oui, mais quel péché y a-t-il à travailler la terre? Depuis les 30-40 dernières années, les connaissances concernant la microbiologie des sols et le sol en général, les écosystèmes, l'écologie, ont beaucoup progressé du côté alternatif. Okay? On sait maintenant que dès qu'on introduit un outil dans le sol, que ce soit un soc de charrue, que ce soit un rouleau de motoculteur, que ce soit une sarcleuse, une sous-sol, dès que tu entres un outil dans le sol, tu amorces un processus de dégradation de la terre, tu amorces un processus de désertification de ton sol, de mort de ton sol. Ces gens-là continuent à travailler le sol. La nouvelle technique qui émerge, ça s'appelle la permaculture. J'ai fait d'autres conférences avec le même livre, j'ai tiré 2 conférences. Je vous invite, si ça vous intéresse, ça va être à Grand-Mère le 14 avril prochain à 16h, c'est un samedi, sur la fertilité du sol. J'explique tout de A à Z comment ça marche. 50 minutes, bien cool. Ces gens-là, les nouveaux producteurs biologiques de légumes, sont hyper spécialisés dans la production de légumes. En fait, quand on regarde bien, ils font une monoculture de légumes. Ce n'est plus du tout la ferme diversifiée comme ce l'était avant. Ils n'ont pas d'animaux. Vous savez, Jean-Martin Fortier, là, lui, écoutez, c'est un génie, ce mec. Un génie de l'efficacité. OK? Un gars brillant, un gars qui a du talent pour faire. Il est juste mal aligné idéologiquement. OK? Lui, il a 0,8 hectares. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi 0,8 hectares? C'est 200 pieds par 500 pieds. Il tire, lui, 150 000 piastres brut de ça, de cet espace-là. Vous comprendrez que sur 200 par 500, il n'y a pas d'animaux. OK? Parce que sur le terrain, il y a sa maison, puis il y a des bâtiments, puis il y a des serres. Donc, il n'y a pas de place pour mettre des animaux, ou ben donc 3-4 poules. Bon. Mais ce que je veux amener comme point, c'est que par rapport à la ferme diversifiée d'antan, où il y avait plein d'animaux, oubliez ça. Ces nouveaux producteurs-là, pour partir de leur semis qu'ils font en serre, en général, ils ont besoin de terreau. Le terreau, ils ne le produisent pas, ils l'achètent de l'industrie. Le principal fournisseur de terreau au Québec pour la production, c'est Fafard. Okay? Fafard met beaucoup de mousse de sphène dans ses terreaux. Alors, où il prend sa mousse de sphène, il achète à peu près toutes les tourbières dans le nord-est de l'Amérique du Nord, notamment au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Angleterre. Alors, à ce moment-là, est-ce que le fournisseur est local? On change de voie. La même chose, ces gens-là utilisent des engrais. Évidemment, ils ne produisent plus maintenant leurs propres engrais. Ils achètent ça de l'extérieur, d'un fournisseur. Un producteur de 200 paniers bio me disait que ça lui prenait 12 tonnes de compost pour produire ses légumes durant l'année. Alors, c'est quoi qu'on utilise? C'est des composts, par exemple, de crevettes, des composts d'algues, des composts de poissons, mais aussi, et surtout, du fumier de volaille. OK? C'est du fumier de volaille déshydraté qu'on rend en granules. Alors ça, c'est très utilisé.
vous comprendrez qu'il y a très peu de producteurs biologiques de poulet de chair. Okay? Donc, la matière première pour faire cet engrais-là ne provient pas des fermes biologiques. Ça vient des fermes conventionnelles. Okay. Donc, c'est du fumier de poulet conventionnel qui a mangé des OGM, qui a bouffé aussi le produit chimique qui a été aspergé sur les plantes, puis a mangé beaucoup d'antibiotiques. Je vous informe, une poule, ça ne digère que 30% de ce que ça l'ingère. 70% se retrouve dans sa matière fécale. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que cette matière fécale-là contient et où elle peut se trouver. Encore là, si on utilise des composts, par exemple des composts de crevettes, des composts d'algues, les crevettes au Québec, c'est Matane le plus proche. Je ne sais même pas si la production de crevettes à Matane est assez suffisante pour fournir non seulement toute la population du Québec, mais tous ces producteurs biologiques-là. Si la production n'est pas assez suffisante, il faut acheter le truc aux États-Unis. Encore à ce niveau-là, est-ce que le producteur est local? Ces gens-là, ils sèment beaucoup. Vous savez, 200 paniers bio par semaine sur 20 à 26 semaines, plus souvent, là, ils vont faire 2 à 3 marchés publics chaque par semaine. Ça prend du stock. Pour faire du stock, ça prend des graines. Ils ne vont pas au centre jardin acheter ça dans un petit sachet, ils achètent ça au kilo, aux autres, la graine. OK? Bon. Les producteurs de graines biologiques certifiées se trouvent dans l'Ouest canadien et surtout aux États-Unis. C'est une business, c'est une industrie. Et ça intéresse les grosses compagnies. D'ailleurs, il y a de plus en plus de concentration dans ce milieu-là, ce qui fait que les petites compagnies semencières sont de plus en plus achetées par des grosses, notamment des multinationales, dans lesquelles on doit inclure le nom de Monsanto. Alors, encore là, est-ce que pour les graines, mon fournisseur est local? Vous savez, il y a 200 paniers bio, puis 2-3 marchés publics par semaine, ça prend beaucoup de stock. Pour produire autant, ça prend minimum de 2 à 4 personnes à temps plein sur la ferme. Dans les pics de production, ça peut monter jusqu'à 6 en plus, 6 à 8 personnes additionnelles à temps partiel. On utilise beaucoup de mécanisation, des planteuses, des arracheuses, des sarcleuses, des souceuses, etc., etc. Okay. Pour produire autant, je vous parlais tantôt que je disais que les plants, par exemple, si vous faites du céleri, c'est 100 jours. Bien, 100 jours, c'est la période de chaleur de notre été. Okay? Donc, si tu parles du céleri, certains plants de tomates, mais aussi pour allonger la saison, ces gens-là utilisent des serres. Ils ont tous, toutes, de 1 à 4 serres sur chaque ferme. Okay? Quand on y pense bien, une serre, c'est un non-sens écologique. Hein? On chauffe au mois de février un bâtiment dont le mur extérieur, c'est un film de plastique 6 millièmes. Donc, notre empreinte écologique est marquante pour, au final, avoir quelques légumes désaisonnalisés. 200 paniers par semaine, ça c'est une norme pour équitable. Il y en a que c'est un petit peu moins, il y en a d'autres c'est plus. Il y en a un dans la région, c'est 350, au nord de Montréal, dans les Laurentides, il est rendu à 400 lui là, puis il monte. Là. OK, bon. Pour vous dire, 200 paniers par semaine, il y a un village au nord ici qui s'appelle Saint-Sévère. OK? Dans le village, il y a 300 habitants. Si on met une moyenne de 3 personnes par famille, ça fait juste 100 familles dans le village. Alors, un producteur nourrit tout le village, la moitié de l'autre, et ici, je ne parle pas des marchés publics en plus. OK? Bon. Ces gens-là parlent de fermiers de famille. Moi, je doute très fort que ces gens-là peuvent avoir une relation personnelle avec chacun de leurs clients. Vous savez, quand ils vont à un point de chute, ces gens-là, disons qu'il y a un point de chute, ça dessert 50 clients. Ils sont là 1 heure, maximum 2 heures. Ça veut dire qu'en 2 heures, là, il faut que tout le monde ait été répondu, puis on s'en va ailleurs. Ça veut dire que les gens qui se retrouvent au point de chute, c'est l'équivalent de s'ils se retrouvaient chez IGA le jeudi soir à 5 heures, alors que c'est le
moment dans la semaine où c'est le plus utilisé. Autrement dit, ils font le line-up comme ceux qui sont au IGA. Okay? Alors, à ce moment-là, le producteur, si c'est le producteur qui vient amener les légumes au point de chute, il n'a vraiment pas le temps de parler 10 minutes et de faire la petite jasette avec ses clients. On change de truc. Alors, vous me voyez venir probablement. On va voir les similitudes entre la production de légumes biologiques aujourd'hui et l'agriculture industrielle. Dans les deux cas, on parle de fermes hyper spécialisées. Donc, on ne parle plus du tout de la ferme diversifiée d'antan. C'est le modèle que Pinard, au début des années 2000, que l'Union paysanne mettait de l'avant. Dans les deux cas, on parle de prolétarisation de l'agriculture, d'embauche de salariés. Okay? En plus des membres de la famille, les propriétaires engagent des employés payés peu cher, ce qui a des conséquences sur la richesse collective. On peut parler de paupérisation de la population. C'est aussi un impact sur l'occupation du territoire. Les gens ne sont pas payés assez cher pour s'acheter eux-mêmes une ferme et partir leur business ultérieurement. Dans les deux cas, on parle de très forte mécanisation. On est très loin de l'artisanal. Dans les deux cas, on parle de dépendance envers l'industrie en ce qui concerne les semences, le terreau, le compost, les produits phytosanitaires, les boosters de toutes sortes. On est très loin de l'autosuffisance de grand-papa et de grand-maman. Dans les deux cas, on a une approche mécaniste du vivant. On a complètement perdu la vision holistique des pionniers. Dans les deux cas, on a un esprit de conquête du marché, de la mondialisation. Vous savez, pour aller à un marché public, ces gens-là font souvent 150 km pour aller et 150 km retour. Ça, c'est un marché public. Okay? Ça, c'est vraiment avoir l'esprit de conquête du marché. On ne parle plus du local, on parle du au moins interrégional ou national. C'est beaucoup plus national, la notion. Ces gens-là sont aussi organisés en réseau. Par exemple, M. Alachit dit « Écoute, moi, cette semaine, là, il m'a manqué des cocons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de m'en fournir? » Trois-Rivières, si oui, hey, moi, j'ai un surplus cette semaine, on va s'arranger, je vais t'envoyer ça. On se rencontre à Montréal, à tel marché public, on fait l'échange là. Alors, si vous êtes de Mauricie, le cocon que vous achetez, il n'y a rien qui vous garantit qu'il a été produit dans la région. Il peut avoir très bien été produit à l'achat. Dans les deux cas, on parle d'une infrastructure et d'un roulant de ferme qui demande une forte capitalisation. Ça prend du cash partir une business comme ça. On veut que nos clients achètent local, mais nous, on achète à l'extérieur. Les semences, le compost, les terreaux, les boosters. On change de feuille. Bon, pour être subventionné ou pour jouir des abris fiscaux que la business nous donne, il faut nécessairement entrer dans la philosophie de l'industriel. Okay? L'Union paysanne, elle n'a jamais réussi à se faire reconnaître comme syndicat agricole. Donc, on est au statu quo depuis 18 ans, ça reste, l'UPA reste avec un monopole syndical. Je vous informe, si vous ne le savez pas, qu'il n'y a pas juste l'Union paysanne qui est structurée et qui demande la fin du monopole syndical, il y en a deux autres organisations aussi qui sont structurées et qui voudraient mettre fin au monopole syndical. Chez les producteurs de légumes biologiques, le chiffre d'affaires est impressionnant. C'est du 200, 300, 400, 500 000 et ça augmente tout le temps. Vous savez, ces gens-là, la business va bien. Pourquoi je l'arrêterais? On fait juste rentrer du staff. That's all. OK? Bon. Il y en a, Jean-Martin Fortier a 0,8 hectares, mais il y en a là-dedans qui ont des petites terres de 30-35 arpents. Ça ne les fatigue pas d'augmenter la production à ce moment-là. Dans les deux cas, il y a pas ou peu de soucis de l'environnement. On utilise des serres, on a des camions réfrigérés qui fonctionnent au pétrole. Sur la terre, vous savez, le caveau familial, puis la chambre froide, oubliez ça, là. C'est à Bébert puis Pépère qui avait ça. Nous autres, on a des frigidaires qui fonctionnent à l'électricité et au compresseur. Et ça, encore faire ça, bien, ça prend du cash. Dans les deux cas, on utilise beaucoup de machinerie. Dans les deux cas, les pratiques culturelles sont dégradantes pour le sol, notamment les labos.
Aussi, dans les deux cas, et ça m'a attristé infiniment, beaucoup de ces producteurs-là, pour ne pas dire la majorité, sont d'ardents défenseurs du monopole syndical en agriculture. Et si tu es pour le monopole syndical en agriculture, le corollaire de ça, c'est que tu es contre la démocratie. Ça, il faut vraiment être conscient de ça. Donc, en conclusion, les producteurs bio actuels ont complètement oublié l'essence fondamentale qui a présidé à la naissance de l'appellation biologique. Le biologique a été complètement récupéré par le système à ce point que, et ça, il l'a encore avoué samedi passé, Jean-Martin Fortier travaille de concert, main dans la main, avec la famille Desmarais. À ce que je sache, les Desmarais n'ont pas eu de révélation. Quand tu parles d'une business dans leur tête, eux autres, c'est pas la santé de la planète qui les intéresse. La première chose qui les intéresse, c'est le profit. Le reste, ils s'en foutent comme notre carence. Ces gens-là, en général, comme je veux essayer de faire la démonstration, vous voyez, ils surfent sur une vague amorcée au début de l'an 2000 par Daniel Pinard, par l'Union paysanne. Ils ne cadrent pas du tout dans ce modèle-là, mais regarde, nous autres, les fermiers de famille, là. Tu sais, bon, on vend localement. Oui, localement de la chute à la Trois-Rivières, ça c'est local. OK, moi quand j'avais la production, moi je m'étais donné de la barre, elle était haute. J'ai dit, moi c'est mon village, puis le village autour. OK, alors bon, si j'avais 12 clients, c'était beau. Mais c'est pour vous dire, oui, que ces gens-là surfent sur une vague et puis qu'ils ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent être. Si donc, pour vous, comme pour moi, acheter c'est voter, si vous voulez encourager un producteur artisanal, une ferme non industrielle, un vrai fermier de famille, un producteur qui respecte la vie en général, notamment le sol, si vous voulez favoriser l'occupation du territoire, la pluralité syndicale en agriculture, il faut nécessairement réévaluer votre choix d'un producteur. Comment choisir son producteur dans ces situations-là? Comment choisir son producteur? Comme je vous ai dit, c'est la prochaine... ouais, voilà. Il y en a qui sont quand même éthiques dans les producteurs bio chez Équiterre. Moi, personnellement, je vous donnerais le hint, je vous donnerais l'information, surtout les Déméter, à mon avis. Les Déméter, pourquoi? Parce que ceux qui sont certifiés Déméter, c'est ceux qui pratiquent la biodynamie de Rudolf Steiner. Ils ont une coche de plus. Okay. Aussi, il y a beaucoup de producteurs qui existent et qui ne s'affichent pas du tout, qui ne sont pas certifiés, parce que la certification, ça coûte du fric, ça demande de beaucoup le travail que tu as à faire. OK? Bon. Puis toi, là, regarde, je ne veux pas avoir 200 paniers. Moi, c'était mon cas. Moi, regarde, je ne veux pas des paniers, je veux des kiosques. Les gens payent pour ce qu'ils veulent cette semaine. Ils ne sont pas obligés de jeter le palais qu'ils n'ont pas utilisé depuis 3 semaines. Bon. Alors, il y a beaucoup de petits producteurs qui ne s'affichent pas. Moi, dans mon coin, moi, je suis à Charette, mais dans mon coin, depuis 3 ans, il y en a 2 qui viennent de sortir. Ils ne sont pas certifiés, ils ne font pas partie d'un marché public, parce que ça, c'est une autre gamique, on pourrait s'étendre là-dessus. Mais ils sont sur le bord de la route. Vous savez, jusqu'à la fin des années 90, tu te promenais sur les chemins de campagne, tu avais souvent des kiosques à la ferme. OK? C'est parce que la dame, c'est elle qui s'occupait du potager, puis elle vendait son surplus. Et ça, ces gens-là, ils mangent exactement ce qu'ils produisent. Ils font attention. Souvent, ces gens-là, ils sont très respectueux de ce qu'ils font. Okay? À mon avis, on peut se fier. Je vous donne un exemple. Il y en a un sur le rang 2 à Saint-Barnabé pour aller au chemin des Dalles. Le monsieur, il a 60 ans, je pense que c'est un ancien prof de cégep. Lui, il s'est dit, regarde, moi, je vais faire un jardin à ma retraite. Il fait son jardin, je suis arrêté, j'ai parlé avec lui, je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait pas de formation là-dedans, il y avait juste du gros bon sens. Puis, je veux dire, son gros bon sens, il était productif, son gros bon sens. J'ai bien vu qu'il n'était pas au courant de tous ces boosters-là. Il n'avait pas fait la démarche, lui, d'aller sur le RJME. Bon. Alors, ces gens-là, vous pouvez, à mon avis, leur faire confiance. Ces gens-là sont beaucoup plus éthiques que ceux qui s'affichent
équiterre, là, du coup, moi j'ai beaucoup à redire contre équiterre. Bon. De toute façon, qu'est-ce qu'on a? On leur pose 3 questions. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme engrais? S'ils en utilisent, parce que maintenant, avec la permaculture, on travaille assez bien le sol que tu n'as même plus besoin d'engrais. Okay? Le sol est suffisant pour produire des légumes. Sauf qu'en application biologique, là, dans ce système-là, ce n'est pas assez performant. Okay? On va le mettre de côté. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent comme engrais? Quelle méthode de contrôle des insectes et des maladies qu'ils emploient? S'ils disent du spinosad, maintenant vous savez ce que c'est. Est-ce que c'est le producteur qui me parle ou c'est un employé? Vous savez, les employés, là, ils ne sont pas tous allumés, puis ils ne sont pas tous intéressés à ce qu'ils font. Eux autres, ils se trouvent une job. Bon, c'est peut-être pas nécessairement les gens habilités à vous répondre correctement. Bon. Alors, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez aimé mes propos, c'est 10 pages de ce livre-là seulement ce soir. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, Guy Boissier écrivain. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez trouver des vidéos qui vont complémenter ce que je viens de dire, notamment sur la certification biologique. Alors, merci de votre écoute. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Merci. C'est en moi. Okay. Première question. Pardon? Première question. Oui, Chris. Il y en aura une. Bonjour. Là, je suis bien content de l'exposé que vous avez fait sur l'agriculture biologique. On n'entend rien. Non, bon, OK, je vais prendre le micro, mais je vais essayer de le prendre Mets-toi loin, on va t'augmenter. Je suis bien content, vous comprenez, je suis bien content de votre exposé sur l'agriculture biologique. J'en connaissais peu. Mais je trouve que c'est une agriculture comme l'ancienne, ça veut dire comme la traditionnelle, ça veut dire l'industrielle, l'agriculture traditionnelle. Maintenant, c'est rendu ça. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai un potager, un assez grand potager. Je suis un vieux, j'ai encore ma cave à légumes. Une chambre froide. Ouais, une chambre froide. Puis là, moi, je vais commencer à produire, à faire des changements dans mon jardin. D'abord, j'ai dû éliminer le rotoculteur. Félicitations. Mais il n'est pas éliminé au début de la saison, dans l'automne précédent de la saison. Mais ça va venir. Là, je fais du pays. Au lieu de passer de l'agriculteur. Et disons, j'ai vu que la question des engrais, par exemple, ça m'inquiétait. Moi, je ne veux pas d'engrais. Mais est-ce que la chaux, est-ce que c'est considéré comme faisant partie des engrais? OK. Il y a 3, j'essaie de me rappeler, là, c'est sur l'autre conférence, il y a 3 principes de base de la permaculture. 1, c'est qu'il n'y a aucun travail du sol. 2, c'est que l'engrais, on le met sur le sol, on ne l'introduit pas dans le sol. Et c'est le carbone qui vient des arbres, okay, des feuilles mortes, des brindilles. Le 3e principe, c'est qu'il faut que ton sol soit toujours couvert. Ne pas laisser 1 cm² de sol à nu. La chaux, ce que vous allez arriver à faire, c'est que en permaculture, ce qu'on essaye d'avoir, c'est le sol max. Okay, j'ai écrit une belle phrase hier que j'ai publiée sur ma page Facebook. C'était que le sol soit l'atanor dans lequel les plantes sont sublimées. Okay? L'atanor, c'est le fourneau de l'alchimiste. Et puis la sublimation, c'est de passer d'un état à un autre. Okay? Donc, de passer à l'état solide, à l'état éthérique, par exemple. Bon. Alors, ce qu'on essaie de faire en permaculture, c'est d'avoir un sol vivant, parce que le sol est vu comme une entité vivante elle-même. Okay? Le sol, c'est un immense système digestif qui fonctionne exactement comme vos intestins et votre estomac. C'est aussi un habitat. Si tu as beaucoup de bébites dans ton sol, et quand on parle de bébites, de macro-bébites et de micro-bébites, des bactéries, c'est des bébites, puis des caramboles, c'est une bébite. Ta job à toi, c'est d'avoir le maximum de bébites dans ton sol. Dès que tu as ça, ton sol est fertile, tu n'as pas besoin de rajouter ni chaud, ni engrais. Vous savez, un ver de terre, là, ça a une glande de morène dans son intestin qui est riche en calcium.
Alors, un ver de terre, là, ça mange la terre, et puis ça donne un meilleur pH. Ce que lui ingère, ce qui sort de lui, là, ça a toujours un meilleur pH que ce qu'il rentre. Alors, si vous avez des vers de la première chose à cultiver dans un jardin, c'est des vers de terre, c'est des bébites. Les bébites, là, ils font toute la job à votre place, OK? Oui? Disons, depuis que je mets du pays, là, j'ai plus de verre. Écoutez, je vous bénis dessus. C'est exactement ça qu'il faut faire. Mais ça règle pas tous les problèmes. Est-ce que vous suggérez de pêcher la terre avec une fourche? Est-ce que vous, pour le sommet, est-ce que vous brossez la terre, etc.? OK. Moi, j'ai amorcé la permaculture il y a peut-être 2 saisons. C'est ma 3e saison cette année. Là. Bon. C'est sûr que le chaume, c'est un problème. OK? Le chien dent, c'est un problème. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une toile géotextile, tu la laisses 2-3 mois là, ça fait mourir le chaume. Là, je passe, le motoculteur maintenant, j'ai tellement des petites surfaces, je le fais à la main, c'est aussi simple que ça. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Il ne faut plus le retoucher. Ce que vous faites juste rajouter du paillis, ce que vous faites, des feuilles mortes, monsieur, c'est juste ça qu'il y a à faire. Puis, quand vous voulez, moi, je fonctionne aussi avec beaucoup de multicellules. Je pars mes plants en multicellules. OK, alors quand le plant a ses 2 feuilles, je sors, puis je fais un petit trou, je le mets à la place que je veux. Je retasse les feuilles mortes autour. Et voilà, c'est tout. Il ne faut plus toucher au sol, parce que le sol, il est vivant, lui. Vous, votre job là, comme agriculteur, comme maraîcher, c'est d'avoir un sol vivant là, qui va produire. Vous n'avez plus rien à faire. Alors, quand c'est parti, ça, là, on ne touche à rien parce que en dedans du sol, là, c'est un habitat, un sol. Les bébites, là, eux autres, ce qu'ils font, là, c'est des trous là-dedans, c'est des galeries. Ça fait quoi, ça? Ça fait drainer l'eau de pluie, mais ça donne aussi beaucoup d'air. Vous savez que l'air qu'on respire, c'est composé à 79% d'azote. Tu n'as pas besoin de rajouter de l'azote à ton sol si tu as bien des bébites. Le fondamental de la permaculture, c'est que la base, c'est plus l'azote, c'est le carbone. Le carbone, c'est des feuilles mortes, c'est des déchets de table, c'est bon. Alors donc, moi, comme je vous dis, je pars pour tuer le chaume, le chien dent. Après ça, une fois le motoculteur ou la bêche ordinaire, après ça, je ne touche plus. Je fais juste rajouter des feuilles mortes. Mon problème, moi, c'est le chien dent, c'est l'hérison. Hein? C'est ces plantes-là qui m'ont problème. Le reste, que la plante soit annuelle ou bisannuelle, je m'en fous. Là. Je la coupe au ras du sol, je laisse les racines dans le sol et la partie aérienne, je la laisse tomber à côté de où je l'ai coupée parce que cette plante-là a pris des éléments nutritifs de cette région-là du sol et que je remets en laissant le carbone, en fait, à sa place. Tout ce que tu fais, tu tasses, puis tu mets ta nouvelle plante, et voilà, c'est reparti. Et je vous dis, là, en 2 ans, j'ai vu une différence entre la première et la 2e année. Et ça prend 3 ans, 5 ans avant d'avoir un seul que l'année. Merci. Je vous en prie. Oui. Je ne sais pas comment aborder la situation. Un instant. Ah, excusez, il y avait un monsieur. Ouais, d'accord. Ah, OK. Écoutez, j'ai écouté l'émission dimanche. Tout le monde en parle. Oui, c'est ça. J'ai remarqué. C'est ça, j'ai été un peu impressionné, même surpris, en fait, de la démarche. Aujourd'hui, vous apportez un éclairage différent. Je n'ai pas les connaissances pour juger, mais vous pouvez peut-être me guider. Dans notre famille, en fait, on n'est pas des agriculteurs, on a une terre au bord du fleuve, et ça a été loué aux voisins. Et ça fait quelques années qu'on cherche l'opportunité de la vendre, puis à un moment donné, j'ai une nièce, puis j'ai son conjoint qui nous ont convoqués, puis ils ont dit « Vendez pas la terre ». OK. On dit « Qu'est-ce que… » Puis on dit « Le type, il s'appelle Yann, puis il nous a fait un exposé. » J'ai l'impression que vous entendriez avec… Yann Boissonneau? Je sais pas. Il s'appelle Yann, il étudie en fait à l'école d'agriculture. Et le terme permaculture revenait tout le temps. Il n'y avait pas de rotoculteur dans son histoire. Puis moi, ma question est simplement ceci, parce qu'on avait l'impression d'avoir affaire. Nous, on
On a été élevés, on a vu des tracteurs se promener, et tout ça. Puis, sans donner d'exposé trop au savant, il nous a dit, écoutez, vous ne savez pas comment est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose avec une terre qui semble correspondre à votre approche. Mais c'est moi, ce dont je parle, la permaculture, c'est ce qui est le plus alternatif en ce moment. C'est ce qui est émergent. Si on se remet 40 ans avant, c'était l'agriculture biologique des hippies. Aujourd'hui, les hippies ne sont plus là. Mais ce qui émerge maintenant, parce que maintenant l'agriculture biologique a été récupérée par le système, c'est ce qu'on appelle la permaculture. Puis ça, la permaculture, elle vient à un moment précis de l'histoire de l'humanité. Parce que pour accéder à cette connaissance-là, il faut avoir une ouverture d'esprit qui nous est donnée par l'élévation de notre conscience. Pierre Rabhi parle que lui, c'est pas juste de manger bio qui va changer le monde, parce que si je mange bio, je peux très bien soutirer, exploiter mon voisin. Lui, il dit qu'il faut que ça s'accompagne, et je suis 100% d'accord avec lui, d'une élévation de conscience. Autrement dit, lui, ce que je lui reproche, c'est un manque de culture. Il n'a pas assez lu. Moi, je remarque que chez beaucoup de jeunes, le monde a commencé il y a juste 30 ans. Lisez, informez-vous, allez dans les livres. Une personne comme moi, vous savez, cette conférence-là, je l'ai déjà faite 2 fois avant. Les 2 fois, je me suis fait lancer des tomates. Parce que les gens avaient 30 ans. Et ce que j'amenais, là, touche pas au bio, man. Non, regarde, là. C'est parce que Jean-Martin Fortier, c'est un génie, ce gars-là. Moi, écoute, je voudrais l'avoir sur mon bord. C'est un génie de l'efficacité. Le gars, il a beaucoup de talent comme agriculteur. Il a 10 fois mon talent, monsieur. Puis il a 100 fois mon efficacité. Cependant, on n'est pas mu par la même motivation. Ce que je lui reproche, écoutez, Marc Séguin a fait un film, un documentaire dernièrement sur l'agriculture. J'ai juste vu le preview. J'ai entendu ce que sa blonde à Jean-Martin a dit. Et là, on n'est plus à l'époque des hippies, là, on n'est pas utopique, nous autres. Quand j'écoute ça, moi, ce que j'ai pensé quand j'ai entendu ça, je disais, elle va regretter ça dans 5 ans, ce qu'elle vient de dire. C'est strictement un manque de culture. Et tu manques d'information. Puis c'est ce que je reproche aux écoles d'agriculture. Vous savez, sur le réseau, là, des joyeux maraîchers écologiques, là, il y a des profs qui sont là. Il y a une question d'un des étudiants. Et pourquoi on fait de la biodynamie? Hey, man, on ne te l'a pas dit dans tes cours. Si on ne te l'a pas dit, va voir, c'est la première chose que tu as à faire en sortant de l'école. Agrandis ton champ de connaissances. Pourquoi on fait de la biodynamie? Tabarouette, moi j'en revenais pas, tu lis ces courriels-là, tu dis, mon Dieu, dans quel monde je suis rendu? Et puis ça, la petite anecdote entre nous autres, je parlais du Anthra spinosal. Je vous donne 2 réactions que j'ai lues. Vous pouvez vérifier, il y a des archives sur le réseau. OK? Une a dit, ben moi j'aime pas ça, utiliser ça parce que ça tue mes abeilles. Fille, allume, là. C'est de la merde que tu mets là. Ils n'ont pas la réflexion. Ils n'ont pas appris à réfléchir. C'est des excellents techniciens. Ils sont hyper... Mais ils ne pensent pas. OK? Jean-Martin Fortier, lui, il critique des gars comme moi, et avec raison. Ils n'ont pas le know-how. Lui, il a 10 fois le know-how, la méthode. Mais lui, il ne réfléchit pas. Moi, c'est ce que je lui reproche. Une autre anecdote. Oui, je fais mon anecdote. Ben, nous autres, on n'utilisait pas ça, le spinosal, mais là, on s'est aperçu que dans les marchés publics, nos légumes sont moins beaux que ceux qui l'utilisent, fait qu'on va l'utiliser là. Non. Oui, monsieur. Un instant. Ah, oui. Il y en avait. Excusez, c'est mon erreur. Oui, faisons pas chicane. C'est des chaînes. Écoute, tout ce que tu as dit, là, je suis 300% d'accord avec toi. Moi, je suis sur une ferme depuis 80. J'ai vu tomber des agriculteurs autour de moi à répétition. Oui. Ils sont endettés jusqu'ici. Et on fait pour les endetter.
tu ne l'as pas dit, je te respecte, là, mais pour moi, ça devient vraiment évident. Ceux qui font de l'argent actuellement, c'est les compagnies qui vendent des semences, qui vendent des engrais. Ils sont encouragés par le ministère de l'Agriculture, l'UPA, qui le fait, puis ils sont encouragés par les compagnies financières qui subventionnent à l'os. Point dans ça. Maintenant, on ne continuera pas. J'apprécie ce que tu dis, mais il faut comprendre aussi que Dow Chemical, Monsanto, Bayer, c'était des compagnies qui faisaient leur effort de guerre à la dernière guerre avec des produits chimiques. Quand la guerre était finie, notre bon gouvernement avec Bush père, et là, ne pensez pas que je les livre, Bush père prenait les études de Monsanto et il disait, voyez-vous, ils disent que c'est parfait, on peut quasiment en boire. Et c'était comme ça. Jusqu'à tout récemment, on vient d'apprendre que Santé Canada prenait les études des compagnies pour les pesticides, puis ça tuait les... Bon. Conclusion de tout ça, deux choses. Il faut changer notre façon de penser et notre façon d'agir, chacun pour soi. On ne changera pas le monde, on essaie nous autres de changer. Exact. Et pour ça, il faut réaliser que l'aliment qu'on mange, c'est plus un aliment. C'est un objet de consommation comme n'importe quel objet de consommation. Il faut qu'il coûte le moins cher à produire puis qu'il rapporte le plus. Exact. Et peut-être que c'est gros pour vous autres, peut-être que... Mais c'est plus des aliments, c'est des poisons à dose homéopathique. Parce que il y a des colorants, j'apprenais une étude récemment, des colorants alimentaires, quand l'organisme ne peut plus le digérer, il se loge dans le cerveau. Et il y a plein d'études, mais ce que tu dis, allez vérifier à Pharma TV, là, puis allez vérifier à YouTube ou autre, puis vous allez rester surpris. Je ne veux pas dire que je suis parfait, mais j'apprécie à 300% ce que tu dis. Et je pense que ma femme et moi, on est arrivés à la conclusion un peu ce que tu disais. On est comme obligés de produire nos propres affaires. Exactement. Small is beautiful. Exactement. Et créer des réseaux. On fait 200 km pour aller chercher de la farine d'épaule pour être sûr qu'elle va être bonne. La farine d'épaule, elle ne sera pas mélangée à d'autres choses. Tu vas dire, Denis, moi, mais peut-être ta pension, mais moi, c'est ma sortie propre avec ma femme. Fait qu'on fait 200 km, on va chercher de la farine, puis on vient, on en a bon pour un autre. C'est juste ça que je veux dire. J'en aurais plus à dire, mais je ne veux pas prendre toute la place. Monsieur? Moi, je me demande, est-ce que vous prétendez que nos écoles forment des agronomes directement pour aller appliquer les principes des compagnies industrielles? Aux États-Unis, 100% de la recherche sur les sols est financée par l'agrochimie. Est-ce que ça répond à votre question? Vivre dans ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. Ici, c'est pareil, là, le programme de formation des agronomes est probablement décrit ou programmé par les compagnies pharmaceutiques. Le problème de nos institutions d'enseignement, c'est qui les finance. Vous savez, s'il y a une compagnie comme Kruger qui finance la recherche sur la foresterie, c'est bien sûr que les étudiants qui sont au doctorat n'auront pas le choix des études qu'ils vont faire. Ils vont être orientés. Si tu ne veux pas faire ce type d'études-là, mon homme, tu n'as pas ton doctorat. Et si tu le fais, tu as une belle job chez Kruger après. C'est bien sûr que les recherches, il ne faut pas que ça entrave ce que le bénéfacteur, ce que le sponsor pense. Okay? Et ça, c'est dans tous les niveaux. Au niveau aussi de l'information, des médias d'information. C'est la même affaire. C'est pas pour rien que je vous ai dit que j'ai suivi ma formation autodidacte. Moi, j'étais recherchiste. J'ai fait mon cégep en recherche. En fait, je suis bibliotechnicien, je suis recherchiste.
Et là, regarde, je me paye la retraite. Moi, je vais sur YouTube, là, tout. Regarde, moi, mon métier, le premier métier, c'est de savoir si le document qu'on me présente est bon et où le classer. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une culture générale avant de partir. Et là, c'est que les gens qui parlent sur YouTube, là, c'est des gens qui ne parlent pas dans les institutions. Tu sais, et Claude Lydia Bourguin, hey, c'est une sommité internationale. Le monsieur a un PhD en agronomie. Il a travaillé à l'INRA avec sa femme. Ils se sont rencontrés là. Puis quand l'INRA, ils ont commencé à y dire, bien, regarde, là, ce que tu dis, ça va à l'encontre de nos sponsors. Là. Regarde, tu fermes ta gueule. Eux autres, ils ont sacré leur camp, puis ils ont formé leur business. Eux autres, le LAN, ce qu'ils appellent. Là, bon. En 40 ans, ils sont allés sur tous les continents de la planète. Ils ont analysé 5000 sols. Lui, ce gars-là, là, il va très bien, ça veut dire qu'il va très bien, mais il n'est pas du tout jamais invité dans les universités pour donner un cours ou une conférence. C'est juste dans les associations, les petits clubs horticoles de province. Et il se déplace, le monsieur. Bon. C'est pareil pour toutes les autres. Est-ce que Roméo Bouchard, vous l'avez déjà vu dans une chaire où on enseigne l'agriculture? Non. Vous ne le verrez pas non plus, parce qu'il ne rentre pas dans le cadre. Alors, heureusement qu'il existe YouTube, là, heureusement qu'on a le choix, là, puis là, on va vous dire, il y a de l'information qui a de l'allure. Alors, vous savez, la permaculture, les producteurs de légumes biologiques, ils ne font pas ça parce que ce n'est pas assez performant. Ils ne sortiraient pas assez de stock. Les autres, là, ce qui les intéresse, c'est le cash. C'est pas de oublier ça là, qui veulent sauver la planète. Ils ont 30 ans, ils ont des dreads, ils ont des anneaux partout. Ils ne veulent pas sauver la planète, ils veulent se remplir les poches. Puis ça marche, c'est la mode. Je m'excuse, là, et c'est exactement ça. C'est le triste constat qu'il faut faire. Puis moi, mon but à ce soir, c'est de vous donner cette information-là pour justement ne plus être dupe. Et ce que je publie sur ma chaîne YouTube, ça va dans cette lignée-là. Merci beaucoup. J'ajoute mes félicitations à celles de ceux qui ont posé des questions et qui ont fait des félicitations aussi. C'est gentil. Merci. Je pense au Dodge Schreiber et la biodynamie. Moi, je connaissais ça dans les années 60, parmi les premiers. Jacques Petit, qui était le premier à écrire un livre sur le compost. C'est l'hiver, là, que j'ai eu broché. Oui, je l'ai eu, c'est ça. Et puis, moi, je connais l'historique. Il y avait son manuscrit dans sa maison à Roxton Falls, et puis la maison brûlée. Et la première chose qu'il a dit, c'est j'étais pas là, mais il m'a raconté mon manuscrit. Il ne faut pas entrer, là, c'était une fournaise, puis là-dedans, il y avait peut-être 200-300 000 livres aussi que j'avais printés ou vendus. Puis, en tout cas, il est retourné chez lui, il a écrit tout par cœur, sa première version de composteur. Bon, comme ça, c'est juste une anecdote. Là, cet hiver, après vous avoir parlé une couple de fois, là, je suis allé jeter mes déchets de table végétaux. J'ai fait un trou dans la neige et au lieu de porter ça sur le tas de compost, parce qu'aussi on fait un compost, parce que c'est une maison là, avec plusieurs générations, là, on partage des choses. Et ça veut dire qu'au printemps, je peux bêcher un petit peu et tout recouvrir ça après, si j'ai bien compris. Parce qu'au début, je me disais, je ne touche pas à la terre, c'est de la permaculture. Puis là, tantôt, là, il y avait des petites nuances. Donc, j'éteins tous les déchets qui vont être gelés au début, et qui vont dégeler, j'espère, à un moment donné. Et puis, c'était surtout ça, là, comment je vais partir. Or, c'est une petite parcelle que j'ai là. C'est pas tellement grand. Comment je vais commencer ma petite parcelle ce printemps? C'est ça ma question. Il faut appliquer ce que j'ai dit à notre biotope, à notre endroit où on vit. Si tu vis en ville, dans un milieu urbain, que tu as juste une cour en arrière, c'est bien différent que si tu as un champ au complet. Ce que je veux dire par là, c'est beau d'être catholique,
mais tu sais, des fois, c'est peut-être pas bon d'être plus catholique que le pape non plus. Moi, je te donne le principe de base, c'est qu'il ne faut pas du tout toucher au sol, aucunement mettre un outil dans le sol. Toi, ta job, en fait, c'est de nourrir le sol. Qu'est-ce qui mange le sol? Du carbone. C'est juste, c'est simple, hein, la recette, c'est juste ça. Alors, tu sais, je comprends si vous êtes 5-6 personnes qui vivez dans un endroit où tu as 200 pieds carrés en arrière, écoute, ça va faire du déchet organique beaucoup, là. Moi, m'aller dans un tas de compost, virer souvent, là, regarde. Sinon, tu les fous, tu fais juste foutre. Parce que tes déchets comme ça, là, bon, tes pleurs de patates, en fait, c'est du carbone. Ça va sécher et ça va donner du carbone. Tu sacs ça, ça terre, dans ça. Le meilleur amendement pour la terre, savez-vous, c'est quoi? C'est une chose qui est gratis. Pas une seule, c'est des feuilles mortes. Dans les villages, nous autres, ils mettent ça dans des beaux sacs. Tu as juste à passer avec ton camion, mettre ça dans le bois. C'est gratuit. Ils vont dire merci. Mais regardez, c'est parfait, merci à vous autres aussi. Bon. Moi, j'ai ramassé des feuilles de tout le monde. Ben, c'est rendu tellement petit, moi, ben, j'ai plus ma terre, j'ai plus 27 arpents, j'ai juste 30 000 pieds carrés, puis là-dessus, c'est 3 à 4 000 pieds de jardin. Là, bon. Mais regarde, tout ce que je peux, des feuilles mortes, ma voisine, elle a une grosse rocaille, hey, Micheline, fait que j'ai des feuilles biologiques, monsieur, gratis, il n'y a pas un bunch de cigarettes dedans, tout est parfait. Ça. Alors, regarde, je mets ça sur mon terrain. Puis, ce que tu veux avoir, c'est parce que il faudrait que tu viennes à la prochaine conférence, c'est à Grand-Mère, le 14, c'est samedi, c'est à 16h, c'est au début de la saison. 50 minutes, je t'explique tout le principe de base. Si tu as trouvé que c'était clair aujourd'hui, là, tu vas trouver ça hyper clair. C'est niaiseux, au bout de la ligne, c'est niaiseux. En fait, ce qu'il faut faire, le système végétal sur la Terre qui est le plus productif, c'est la forêt. La forêt, elle s'auto-génère elle-même depuis des millions d'années. 3 principes de base. 1, il n'y a pas de travail de la terre dans la forêt. 2, l'engrais est dessus le sol, il n'est pas incorporé. Troisièmement, il n'y a pas 1 cm² que le sol est nu. Il faut tout le temps que ton sol soit couvert, soit de litière, de la feuille morte, ou soit d'une culture. OK, n'importe lequel. Avoir, vous savez, quand on dit la première chose qu'il faut changer dans la permaculture, c'est nous autres, c'est nos habitudes. Ça fait 5000 ans, let's go, on vire la terre. Moi-même, arrête, non, il ne faut pas que tu le touches. Laisse-la là, la mauvaise herbe. On a besoin de mauvaise herbe parce que ça fait des mycorhizes dans le sol. La mycorhize, elle peut aller chercher le carbone, le calcium qu'elle a besoin là, à 30 pieds, puis la donner à la plante ici. Oui, c'est comme ça que ça marche. C'est fantastique. Alors, toi, ta job, quand tu arrives avec une bêche, là, tu connais ça dans les airs, tu détruis tout ça. Il faut pas. Des mauvaises herbes, tu coupes. Puis, des mauvaises herbes, tant que ta plante principale a le dessus, laisse toutes les mauvaises herbes à côté. Moi, je suis ascendant vierge, okay? Je suis cancer ascendant vierge. Les vierges, il faut que ça soit tout clean. Bon. Moi, ma hantise, c'est d'avoir un beau rang. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Non, il faut que tu aies des mauvaises herbes. Et pas peur de ça. Puis, c'est quand tu comprends que plus que j'ai des mauvaises herbes, plus que mon sol est fertile. Moi, au début, je me disais, hey, on va tout enlever pour laisser tout le jus à ma carotte. Non. Ta carotte a pâti d'être tout seul. Elle aimerait mieux d'être avec d'autres. Parce qu'il y a une symbiose qui s'exerce en tout ça, notamment les mycorhizes. Puis tu parlais de chaud, qui me parlait de chaud là, tantôt? Bon, ben c'est quand on introduit ça, on fuck tout le système qui est tout en place. Normalement, là, si tu as bien des vers de terre, tu n'as plus de problème de chaulage. Là, à long terme, je te dirais, dépendamment de quel type de sol que tu parles, de son degré de fertilité, là, 3, 4, 5 ans, ton sol est équilibré. Tu n'as plus besoin d'autres affaires. Tout ce que tu fais, tu entretiens. C'est quoi? Comment entretenir son sol? En mettant du carbone.
des feuilles mortes, c'est gratis. Dieu est bon. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut changer nos habitudes d'avoir un beau rang d'ail, un beau rang d'oignons, la belle terre noire autour. Non, mets des feuilles mortes là-dessus. Les Indiens, pieds nus sur la terre sacrée. Hein? Vous avez vu ce livre-là dans les années 70. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que les Indiens disaient, l'homme blanc est malade. Pour cultiver, il blesse la terre. En fait, oui, l'homme blanc, ce qu'il fait, lui, il produit des légumes sur un bobo. Alors, c'est peut-être normal qu'on ait des bobos, puis qu'on pense croche. OK? Alors, ce qu'il faut faire, c'est justement aller dans le sens de la nature, de la forêt. Si vous avez un champ libre, OK, un champ là, vous n'avez pas de culture là-dessus, qu'est-ce qui arrive au bout de 5 ans? Il est reparti en branche. C'est un principe fondamental. La forêt crée de la forêt. La vie crée de la vie. Regardez autour de vous autres, il y a de la vie partout. OK? Alors, c'est le principe. Donc, toi, puis il y a un cycle là-dedans. On sait maintenant qu'il y a un cycle. La première plante qui pousse après avoir fait un champ, après avoir labouré, c'est une plante annuelle. La plante annuelle, elle sert à 2 affaires. Premièrement, fournir du carbone, puis fournir plein de graines. Et savez-vous qu'est-ce qui pousse quand tu viens de labourer? Bien, nous, chez nous, c'était de l'herbe à poux, puis c'était du chou gras. Savez-vous qu'est-ce que ça a l'air à la fin de la saison, un chou gras puis une herbe à poux? C'est beau de même. Le tronc, là, c'est gros de même. C'est dur de même. Puis ça a fait des graines. OK. Alors, la terre va produire du carbone qu'elle va utiliser ensuite en production végétale. Quand vous arrivez, moi, j'ai compris ça. Par exemple, vous avez un champ de blé. Ah, les producteurs conventionnels, ils n'aiment pas ça. Il y a plein de fusarioses dedans. Fait que là, ils passent avec un fongicide. Hein, une fusariose, c'est un champignon. Let's go. Ce que ta terre, elle te dit, elle induit une maladie à ta plante pour avoir du carbone. Elle veut tuer ta plante pour avoir du carbone. La seule façon de régler ton problème, c'est de mettre de la matière organique. C'est tout. C'est tout. Les feuilles mortes. C'est niaiseux, là. Bon. Il y en a. Quand on dit que c'est une vision mécaniste et que le sol n'est vu que comme un support, ça, c'est le plus bel exemple. La terre, elle s'arrange pour survivre. Sa job, là, c'est de créer des forêts. OK? Elle survit. Alors, ce qu'elle fait, elle s'arrange pour avoir du carbone, il ne m'en donne pas. Je vais m'en faire, moi, du carbone. Fait qu'elle fout des fusarioses, elle fout des champignons partout pour que ça meure. Ouais, je veux du carbone, donnez-moi du carbone. Quand tu sais ça, OK, tu viens de régler peut-être 80% de ton problème de bébite ou de maladie. Parce que, on s'est aperçu, puis ça, toutes les mères de famille vont le savoir, un bébé sain, un bébé qui est en santé, il va être moins malade. Si tu nourris mal ton bébé, bien, il va être chétif, puis il va être sujet à pogner toutes les maladies. Mais c'est la même chose avec ta terre. Qu'est-ce qu'elle mange, la terre? Elle mange du carbone. C'est quoi du carbone? C'est des feuilles mortes, c'est des déchets organiques. De la matière organique, matière sèche. Oui. Enchaîner avec la forêt. Moi, c'est une question assez spécifique. Je voulais savoir ce que vous pensez du BRF, le bois ramifié fragmenté, utilisé comme pays. Quel diamètre de ramification peut-on utiliser pour fragmenter? Puis quelle épaisseur faut-il appliquer sur le sol? Du BRF égale de l'or. OK? Le BRF, c'est la matière, la première à mettre dans un sol qu'on veut régénérer. Utiliser ça comme paillis et en mettre à tous les ans, tu intoxiques ton sol. Tu manges trop de crème à la glace. Alors, il faut en mettre une fois, c'est bon pour 3-4 ans. Tu en mets, moi j'ai vu là-dedans, avant le bill, il met de 4 à 8 cm. Moi, je vous dirais un bon 3 pouces. Et c'est du BRF, du bois ramial fragmenté. C'est une technique qui a été inventée ici à l'Université Laval par un monsieur Lemieux. On utilise du bois de feuillu.
Pourquoi pas du bois de conifère? C'est parce que dans les conifères, il y a des tanins qui sont antibiotiques, donc tu vas détruire la vie de ton sol, en fait. Donc, plus que ça te prend tout ce qui est vivant dans un arbre se tient dans les branches, des branches qui ont 3 pouces de diamètre et moins. Ouais. Écoutez, l'Hydro-Québec, là, il est venu cet automne pour... ouais. Fait que là, j'ai dit, hey, toi, ton stock, il dit, oui, on va te l'emmener chez vous. Je m'en fous-tu qu'il y ait du sapin là-dedans? Regarde, j'aime mieux avoir ça que d'avoir rien. OK? Mais c'est sûr qu'on peut, les autorités disent, les gens compétents disent, tu peux aller jusqu'à 20% de conifères dedans, il n'y a pas de problème. Mais grosso, puis les déchiqueteuses, l'idée de déchiqueter la branche, c'est que plus on augmente la surface du morceau qui peut être attaqué par les champignons et les bactéries qui vont décomposer très, très, très vite cette matière-là, ils vont la rendre en humus. Mais ça, c'est de temps. Si vous avez du BRF, c'est de temps. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question va être vraiment de base parce que je ne m'y connais pas. Okay. En ce qui concerne la terre qui nourrit les êtres humains, on est tellement nombreux et l'industrie alimentaire ou agroalimentaire fournit énormément de nourriture qui, pour la plupart, est gaspillée soit dans les champs à l'origine, soit en cours de route ou dans nos frigos ou au supermarché. Mais si on optait pour la méthode dont vous parlez, à ce moment-là, est-ce que la Terre pourrait produire suffisamment pour le nombre d'humains que nous sommes sur cette planète? Quand vous avez une information, quand vous allez chercher une information, remontez toujours à qui possède l'organe de diffusion, qui possède la presse. Ces gens-là ont des intérêts qu'ils défendent. OK. Masanobu Fukuoka, c'est lui qui a inventé en fait la permaculture. C'est le premier à avoir trouvé les principes de base. Lui, il n'a jamais, à un moment donné, il a eu une révélation, puis après ça, il n'a jamais réutilisé de mécanique pour travailler sa terre. Il n'a plus jamais retravaillé sa terre. Lui, ses rendements sont les mêmes qu'en agriculture conventionnelle. C'est un mythe de croire qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Le mythe, c'est surtout que les ressources sont mal distribuées. C'est ça qui est le problème. Et les gens qui diffusent l'information, ils ne vous le diront pas parce que ça les arrange pas, ça. OK? Bon. Une terre biologique, ça fournit autant qu'une terre conventionnelle, sinon plus. Vous savez, il y a très peu d'instituts biologiques qui existent dans nos écoles. Hein? Donc, on n'a pas ces informations-là. On n'a jamais fait les recherches pour prouver ces avancées-là. Alors qu'on sait très bien que c'est aussi productif le biologique que le conventionnel. Ça coûte à long terme beaucoup moins cher en soins de santé après. OK? Il n'y a aucune raison logique, rationnelle, de ne pas être complètement biologique. Ce pourquoi on ne l'est pas, c'est parce que ceux qui nous contrôlent, ils ont des intérêts et ce n'est pas les vôtres. OK? Une petite plug, ce livre-là, là-dedans, je dis qui nous contrôle, comment et pourquoi. Vous allez savoir qu'il y a un plan de réduction de la population mondiale en 1954. Qu'est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Ça vous dit quelque chose? OK, vous connaissez la commission trilatérale? OK, vous connaissez le CFR? Le Council for Foreign Relations? C'est tous des think tanks, OK? Que les 1% des 1% très riches, ils se rencontrent régulièrement pour gérer la planète. OK? Ces gens-là ont des intérêts. Et les intérêts, c'est qu'ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions. OK? Parce qu'on est trop. C'est trop dur de nous contrôler. À la fin des années 50,
À une réunion du Bilderberg, il avait établi qu'en l'an 2000, il serait trop de monde, donc il fallait réduire la population mondiale. Et je vous le dis, ça, il n'y a rien qui peut prouver ça, sinon que, regarde, la simple logique, on a inventé la révolution verte. La révolution verte des années 70, c'était l'emploi massif des pesticides, des engrais chimiques. Si vous pouvez, aller sur YouTube, Marie-Monique Robin, les moissons du futur, le monde selon Monsanto, elle vous explique tout ça. Okay? Le plan de réduction de la population mondiale passe par le fait que ici, au Canada, il y a une personne sur deux qui va avoir le cancer. On sait tout ce qui vient, le cancer. Marie-Monique Robin fait la démonstration sur par A plus B. Le cancer vient exactement de ce qu'on mange. Nous, notre génération à nous, je parle des 60 ans et plus, les oreilles des plus jeunes, fermez-vous, on est moins en danger que les plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mangé dans notre jeunesse des produits chimiques. Ceux qui sont en danger, c'est ceux qui sont nés après les années 70. Leur espérance de vie est moins longue que la nôtre. On est la dernière génération qu'on va pouvoir vivre vieux si on fait attention à ce qu'on mange. Les jeunes sont dans le trou. Tu essaies de nous expliquer ça, ils ne veulent rien savoir. Parfait, les amis. Vous allez payer un moment donné. Je peux poser une autre question? Oui. OK. Là, vous parlez d'agriculture et comment respecter la terre. Vous avez parlé tout à l'heure de blesser la terre pour faire produire. Autre chose, moi je suis impliquée depuis 2010 dans la lutte aux hydrocarbures, gaz de schiste, NRJS, le réchauffement climatique, etc. Là, il y a la loi sur les hydrocarbures qui vient de sortir. J'étais présente à l'Assemblée nationale en décembre 2016 et j'étais là 2 fois auparavant. J'ai vu comment les libéraux se sont pris pour faire passer. Les règlements viennent de sortir il n'y a pas longtemps, mais ils ne sont pas encore mis en vigueur. Donc, si, admettons qu'il y avait une fracturation hydraulique, admettons à Charette, peu probable parce que le chêne n'est pas protégé. Ils sont venus, madame. Oui. On les a eu, les claims, là, ils sont venus avec un hélicoptère, puis avec un gros panier, je capotais. Oui. Et Marc, mon ami, le biophysicien qui a déjà fait une conférence à Charette il y a plusieurs années, a trouvé un puits là-bas aussi, okay, qui était mal localisé par le ministère des Ressources naturelles. Alors là, c'est que s'il y avait de la facturation hydraulique autour de chez vous, malgré vos bons soins, avec toute la toxicité qu'utilise cette industrie, pensez-vous que la Terre, elle, pourrait se soigner et il faudrait à peu près combien de temps? Bon, ben écoutez, je vais juste rappeler ce que Hubert Reeves dit depuis des dizaines d'années. Le genre humain, on va passer, mais la Terre va continuer à vivre, elle. Moi, face à ces luttes-là, est-ce que vous connaissez Nikola Tesla? Oui. OK. Est-ce que vous savez qu'il a découvert l'énergie libre? Oui. Si j'ai une suggestion à faire à tous ces groupes-là qui vont contester et tout ça, là, OK, les NRJS et tout ça, là, au lieu de faire le jeu du système, prenez un bon bat, là, puis donnez-lui un coup en pleine face. Dites, nous, ce qu'on veut, là, c'est l'énergie libre de Nikola Tesla et commencez à informer la population de ça. Là, vous allez changer des affaires. Je vous donne comme exemple. Dans les années 70, il y a 2 programmes spatiaux qui s'appellent le programme Pioneer puis le programme Voyager. Ils ont envoyé des sondes spatiales, la NASA. On reçoit encore des informations de certaines de ces sondes-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont partis dans les années 70, les sondes. Depuis 40 ans, elles fonctionnent jour et nuit, 365 jours par année, à une température de moins 250. C'est pas Énergiseur qui est là-dedans. C'est quoi le système d'énergie qui fait fonctionner le truc? C'est pas des panneaux solaires, c'est des sondes spatiales. C'est pas une station orbitale. Ils n'ont pas de panneaux solaires. Ça fait 80 ans qu'ils utilisent l'énergie libre et ils ne vous le disent pas.
Rockefeller, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a mis 100 000 $ pour faire une version officielle de la Deuxième Guerre mondiale dans laquelle on oubliait de dire ce que eux, les Rockefeller, avaient fait et certaines autres banques, et aussi de ne pas dire où étaient rendus au niveau technologique les Allemands. Ça commence à sortir avec YouTube. OK? Bon. Alors moi, au lieu de dire « nous ne voulons plus la fracturation », dites « nous voulons l'énergie libre » et commencez à informer la population. En 2006, Stanley Meyer, qui est un Américain, avait trouvé la façon de fractionner l'eau en hydrogène et oxygène. Un petit bidule gros comme une pinte que tu mets dans une voiture de série. La gaffe qu'il a faite, il dit « dans 2 semaines, je fais une conférence de presse pour annoncer à la planète ça. » Évidemment, madame, on l'a retrouvé mort. Oui, monsieur. Dernière question. Ouais. C'est quoi l'énergie libre? L'énergie libre, c'est que partout dans l'univers existe de l'énergie. Et Nikola Tesla avait trouvé le moyen de capter cette énergie-là, OK, et de faire fonctionner toutes sortes de moteurs électriques. Lui, c'est un génie de l'électricité, Nikola Tesla. Par exemple, il a testé ça dans une voiture pendant, je pense, 3, 4 ou 6 mois. Alors, il a installé un petit moteur électrique qui faisait fonctionner sa voiture. Tout ce qu'il y avait, c'était une antenne sur la valise en arrière. Lui, il a fonctionné pendant 6 mois là-dessus. Il a dit au gouvernement américain, il a dit, regardez, moi, il dit, vous m'emmenez des trains, vous m'emmenez des avions, des camions, faire tout fonctionner ça gratis. Ça ne faisait pas l'affaire au Rockefeller, puis ça ne faisait pas l'affaire à JP Morgan, qui avait mis de l'argent et qui contrôlait complètement le cuivre duquel qu'on utilisait pour faire les fils électriques. C'est pour ça que depuis 80 ans, vous payez votre facture d'électricité à tous les mois et que vous ne savez pas que l'énergie libre existe. Allez sur YouTube, vous faites énergie libre, vous allez tomber sur Nikola Tesla, vous allez tomber sur le cul. Mot de la fin. Mot de la fin. Merci infiniment, mesdames et messieurs, d'être restés aussi longtemps. Merci de vos questions. Avec vous, je trouve qu'il y a un avenir. Merci.